Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Encore une rencontre, et c'est un grand plaisir aujourd'hui de faire cette rencontre à propos du spectacle qui s'appelle La Conférence des Oiseaux. Certains d'entre vous ont pu voir le spectacle déjà, d'autres vont aller le voir ce soir. Et nous avons donc la chance de partager ce moment avec, d'une part, le metteur en scène, Guy-Pierre Coulot, qui est là, qui dirige le centre dramatique, on dit de Colmar, ou centre dramatique national d'Alsace. À Colmar. Si, à Colmar, voilà, à Colmar. D'accord. Luc-Antoine Diquero, qui est un comédien que vous avez sans doute déjà vu, et sur une scène à Montpellier, vous êtes passé avec un spectacle, je pense, au centre dramatique aussi, ces dernières. Et dans la région, et à Avignon, bien sûr, oui, oui. Et donc, qui fait la huppe. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire le personnage conteur, celui qui embarque dans l'aventure du voyage des oiseaux, toute une troupe. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aussi. Très bien. Et puis, nous avons une étudiante de l'Université Paul Valéry. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait des étudiants de l'Université Paul Valéry, département des arts du spectacle, Aïcha Euzé, qui est là. Et qui plus est, elle vient d'être reçue au concours de l'ENSAT dans la section écriture. Vous voyez quoi, le niveau est bon. Voilà, je vais l'embarrasser en révélant ses talents. Alors, Guy-Pierre Coulot, peut-être une première question, c'est parce qu'on aperçoit d'ici le théâtre Jean-Claude Carrière. Comment s'est effectuée cette prise du texte traduit, inventé, on pourrait dire, écrit par Jean-Claude Carrière à partir de poèmes célèbres. Comment est-ce que vous avez fait ce choix? Est-ce que vous avez été en relation avec lui et comment vous avez exploré à partir de cette proposition qu'il avait faite à l'époque avec Peter Brook ce poème, et ce poème qui est en même temps lié à une quête philosophique, voire ésotérique? C'était tout de suite après avoir monté Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, il y a 2 ans, que je me suis demandé quelle pièce j'allais mettre en scène ensuite. Et puis j'ai lu beaucoup de textes contemporains, classiques que j'aimais ou que je découvrais pour l'occasion. Et un jour, ma main a pris toute seule ce livre que j'avais dans ma bibliothèque, La Conférence des Oiseaux. Et puis 2 heures plus tard, je devais prendre le train, en fait, pour tout vous... voilà, parce qu'on est là pour tout se dire, quand même. Donc je devais prendre le train pour aller en Suisse, de Colmar jusqu'à Genève. Et la route est magnifique. Vous traversez des lacs, vous longez des lacs, vous traversez des montagnes et des paysages extraordinaires, tout ça en lisant La Conférence des Oiseaux. Et au bout de 2 heures, je me suis dit, en fermant la dernière page, je me suis dit, ah oui, c'est exactement pour moi. Donc je recommande l'usage du train suisse à tous ceux qui ont des questions à se poser sur leur devenir, et c'est très utile. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est plus sérieusement, c'est un chemin en fait. J'avais besoin de faire un pas de côté après avoir monté une pièce comme le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, qui est un monde en soi et qui est complètement universel et tellement dense. Je pense qu'en lisant ce texte-là, ça correspondait certainement, mais j'ai toujours pas compris vraiment pourquoi je l'avais choisi, mais ça correspondait certainement à un moment de ma vie très particulier qui était justement assez proche de cette recherche d'un sens que vous venez de dire. Alors, bien sûr, après, j'ai pris contact avec Jean-Claude Carrière, et puis j'ai eu la chance d'avoir ses coordonnées, donc je lui ai laissé un message téléphonique chez lui, et puis je sortais encore d'un autre train pour prendre le métro à Paris, et alors il m'appelle. Et donc, je lui dis, je viens d'arriver à Paris. Et il me dit, venez me voir demain matin. Alors, il me donne son adresse. Puis, je suis arrivé chez lui. Et là, j'ai passé un moment extraordinaire de 1h30 ou 2 heures chez lui où il m'a parlé de la pièce. Et il m'a parlé de comment et pourquoi il avait monté et écrit cette pièce-là pour Peter Brook en 1979, parce que le Festival d'Avignon avait demandé à Peter Brook de faire un spectacle, et ce texte original de Farid Oudin Attar servait à Brook et à son groupe pour faire des exercices. Donc de temps en temps, il prenait des anecdotes, des pages, des personnages qui sont dans le récit, qui est un récit très très dense de milliers de vers et qui raconte beaucoup d'anecdotes pour décrire cette quête existentielle des oiseaux.
il se servait régulièrement depuis plusieurs années de ce texte comme un terrain de jeu. Et donc, il a proposé à Carrière, il lui a dit écoute, est-ce que tu peux pas écrire une pièce que je mettrai en scène pendant que tu l'écris ? Donc, ils se sont mis à composer, lui, le texte, Jean-Claude Carrière, et Peter Brook, le spectacle, qui ensuite a été créé à Avignon et qui a joué pendant quelques années sur toutes les routes du monde. Voilà, à peu près. Mais à part ça, vous n'avez pas eu d'autres contacts ensuite? Il est juste venu voir le spectacle l'autre jour, ou bien vous étiez non, vous n'êtes pas intervenu en tout cas dans votre travail? Non, il n'est pas intervenu, mais il m'avait dit très gentiment, il m'a dit mais moi je suis à votre disposition, donc je lui ai écrit 2-3 fois comme ça pour. Il est très réactif, il répond tout de suite au courriel et voilà, mais il n'a pas du tout voulu faire ingérence et moi je souhaitais pas du tout avoir de référence sur le spectacle de l'époque de Brook, parce qu'il se trouve que je l'avais vu quand j'étais lycéen, mais j'en avais pas beaucoup de souvenirs parce que je commençais à peine à m'intéresser à vouloir faire du théâtre, et donc c'est un copain qui m'avait dit je vais voir un spectacle de théâtre si tu veux. Alors j'étais allé au Bouffe du Nord, mais j'avais un vague souvenir, une vague image, mais pas du tout de souvenir précis de ce que ça racontait. J'avais rien compris en fait à l'époque. Et quand même, sur ce que cela raconte, c'est bien sûr ce poème de Fariduddin Attar. Comment est-ce que vous avez approché du texte? Est-ce que vous avez approché du texte original? Je crois que dans la troupe, vous avez quelqu'un qui connaît la langue. Charor est persan, enfin d'origine iranienne, et il parle évidemment la langue, et on avait un accès direct au texte original. Mais évidemment, moi, j'ai lu le texte traduit en français, et puis on est plusieurs à avoir parcouru le texte d'origine. Donc c'était, oui, bien sûr, cette recherche, et puis il y a aussi d'autres auteurs que j'ai lus autour, beaucoup d'autres textes de Jean-Claude Carrière qui n'ont rien à voir avec celui-ci, mais je fais toujours comme ça, je lis beaucoup d'autres choses autour du texte que je travaille. Et alors, dans la représentation, c'est Aïcha qui va vous... Non. Vous avez parlé des masques, du jeu. Ah oui. Quand vous voulez. Alors, il y a une chose qui m'a intriguée sur scène, c'est les supports de masques. Les têtes qui sont au fond. Alors, au fond du décor, pour ceux qui n'ont pas encore vu, on a des tables de loge pour des acteurs, comme des tables de maquillage avec des miroirs, et des têtes blanches, qui sont en fait des têtes de plâtre, mais qui ont servi, qui sont les vrais moulages des têtes, les moulages des vraies têtes des comédiens, et qui servent de support, parce que les masques que vous verrez ou que vous avez vus sont faits sur mesure pour chaque actrice et acteur. Donc, ce sont leurs bustes. Ce sont les traits des comédiens. Et je me suis demandé en ce sens, en quoi ça avait un lien avec le voyage du comédien, le retour vers lui-même face au spectateur, et en écho à ce poème qui, à mon sens, est une quête spirituelle, une quête de l'absolu, le voyage de l'âme vers le divin, et la rencontre du divin qui est « je suis Dieu », comme Hellège disait lors de son exécution, je suis Dieu. Quand on fait une mise en scène, peut-être qu'on ne peut pas tout conscientiser. Et parfois c'est tant mieux. Je disais tout à l'heure que j'ai toujours pas exactement compris pourquoi j'avais choisi ce texte. Mais c'est normal, parce que c'est un texte qui parle d'une quête de soi-même, vers soi-même. Enfin voilà. Donc c'est le chemin de toute une vie, et je pense que ça c'est valable pour n'importe qui ici. Donc heureusement qu'on ne sait pas pourquoi on fait tout ce qu'on fait, sinon sans doute qu'on ne ferait pas. Là, les têtes au lointain, comme ça, j'avais pas décidé du tout de le faire. Et puis quand je les ai vus installés pour l'usage pratique des masques, je me suis dit, mais c'est pas mal de les garder, parce qu'il y a quelque chose de très très étrange à voir les visages comme ça, en plâtre, des acteurs qui... Alors, on peut ne pas voir que c'est les vrais visages. On peut se dire, c'est juste des trucs, des têtes de mannequins, quoi. Bon, pourquoi pas. Donc ça n'a pas plus de sens que ça, au fond. Et ça m'arrange, parce que comme je serais bien incapable de dire quel sens ça peut avoir. Donc, je pense simplement, si vous voulez, que c'est Claudel qui dit ça. Je crois que c'est dans l'échange, il dit que
les gens viennent au théâtre le soir et ils regardent la scène. Il dit, le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est, il y a la scène et il y a la salle. Et puis il décrit comme ça le processus des spectateurs qui sont assis et qui se regardent eux-mêmes dans les personnages qui sont joués sur la scène. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là, et je pense que l'idée du miroir, en fait, à trois faces, qui est au fond de notre décor, il est exactement l'image de ce que souvent on a sur une scène de théâtre avec trois côtés. Comme ça, on parle souvent du quatrième mur, vous savez. C'est une invention de Stanislavski. Et il y a trois murs, donc il y a un petit peu comme trois miroirs qui nous renvoient avec les personnages, les acteurs et les personnages joués par les actrices et les acteurs qui nous renvoient des images de ce que nous sommes, au fond. Et pour les acteurs, c'est pareil. Parce que nous, on se regarde entre humains. Alors quand on joue la représentation, quand on la termine, on salue, on a tendance à rallumer un petit peu la salle, donc souvent on voit enfin un petit peu le visage des gens pour qui on vient de jouer. Et c'est une rencontre entre nous, en fait. Et je pense que ce texte parle profondément que de ça. C'est-à-dire comment on fait pour vivre ensemble. C'est un mot qui est maintenant très galvaudé, parce qu'on parle partout du fameux vivre ensemble qui est très problématique. C'est sans doute vrai, mais c'est pas si simple pour moi, en tout cas. Je dis une chose très personnelle, c'est pas si simple de vivre ensemble. Vous voyez, moi dans la vie, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pas envie de vivre, et puis beaucoup d'autres que j'ai choisis et avec qui j'adore vivre. Voilà. Donc on est tous comme ça. Cette rencontre, elle est permanente en fait, elle est de chaque instant. Et puis au-delà de ça, le fait de se voir soi-même, c'est peut-être un chemin de la mise en scène aussi. Moi j'étais comédien et je voyais jamais les gens pour qui je jouais. Parce qu'on est toujours ébloui avec les projecteurs, le temps que ça se termine, on va se rhabiller, il n'y a plus personne dans le théâtre, et puis on rentre tout seul chez soi, ou avec les camarades, on va boire un verre et c'est tout. Donc quand vous êtes du côté de la mise en scène, c'est un peu différent parce que vous êtes obligé de vous regarder vous-même dans la sculpture vivante que vous êtes en train de fabriquer avec les acteurs sur la scène. Et c'est une perspective presque inverse, quoi. J'ai pas du tout répondu à votre question ou C'est quand même un peu. Si. Je vous ai dit, c'est difficile. Mais c'est ce texte qui nous emmène dans des chemins inattendus, je crois. Les masques, c'était aussi une tentative parce que j'adore les techniques de théâtre, toutes sortes de techniques de théâtre. Une de mes techniques préférées, c'est le théâtre d'ombre. J'en fais jamais et personne ne le sait, donc maintenant voilà, vous le savez. Mais peut-être un jour j'en ferai. Et j'aime bien de temps en temps utiliser des techniques qu'on n'utilise plus, vous savez, qui sont un peu passées de mode. Moi j'aime bien les trucs anciens. J'aime bien ça. J'adore mon époque, j'adore le temps du présent. Le théâtre, c'est le temps du présent. Voilà, on ne peut vivre qu'avec le présent au théâtre. C'est le mot, la représentation, ça le dit bien. Pour autant, je trouve que la technique des masques, c'était quelque chose que j'avais jamais exploré, un tout petit peu comme ci, comme ça. Et puis, avec ce texte, ça me paraissait très, très nécessaire. Et on a eu la chance que Kuno Schlegel-Milch nous dessine ces masques et nous les réalise, pour envisager ce travail qui impose deux corps à chaque actrice et chaque acteur, un corps d'oiseau et un corps humain. Et ça rejoint la seconde question que je voulais vous poser, qui est cette transformation du corps de l'acteur. Le contact du masque qui amène le corps du comédien ailleurs, et la frontière entre masque, sans masque, qui, moi, mais peut-être que le public a vu autre chose, m'a semblé de plus en plus flou au fur et à mesure de la représentation. Et je me demandais dans quel sens vous aviez travaillé avec les comédiens. Peut-être Luc-Antoine, tu veux répondre ou... Oui, d'abord, c'est un drôle de travail. Moi, c'est un des spectacles qui m'a le plus épuisé. Parce qu'avec mes camarades qui sont tous là, c'était un voyage de groupe, initié par Guy Pierre. Et ça ne s'est pas fait jamais de soi à soi. Parce qu'on était dans cette espèce de cercle, de volière mentale, et on avait de cesse de s'écouter, de se regarder, de s'interroger silencieusement, de s'agacer parfois, mais ça a été une concentration et une discipline de travail que
j'ai rarement éprouvé, physiquement. Et dans ce lieu étrange qu'on réinterroge tous les soirs, avec ses profondeurs de champ, avec le public qui est là, qu'on dépasse avec le ciel, il y a ça nous ramène à nous, évidemment, mais on est... Et puis c'était une quête de sens, ça nous ramène à nous, à notre travail d'acteur. Il y a eu des étapes de travail physique avec une chorégraphe, on lui présentait notre oiseau, ça va, non, c'est pas terrible. Guy Pierre me disait ta huppe, c'est pas ça. De toute façon on s'en fout, personne n'a vu de huppe. Sauf que moi j'en ai vu sur YouTube et puis effectivement déjà il faut apprivoiser l'oiseau. On se dit mais est-ce que ça va être qu'une retranscription physique? Mais non, c'est le texte d'Attard est plus fort que ça et on a rencontré Monsieur Carrière pour répondre à la question du flou, parce que j'ai pas très bien compris le flou. Le flou il devient dès qu'on se démasque. Il nous a rappelé l'essentiel, c'est que ces oiseaux deviennent humains, abandonnent leur masque et leur peau d'oiseau. Et c'est cette espèce de passage à l'oiseau qu'on présente comme ça en première moitié de spectacle et qu'on abandonne pour retrouver doucement. Et moi, je parle pour moi, mais je l'éprouve là. Je l'ai éprouvé avant-hier. Je me suis dit, tiens, je me souviens de ce qu'a dit Monsieur Carrière, et il en parlait aussi dans son texte. C'est-à-dire comment le masque, la gestuelle, ne doit pas envahir trop aussi l'image et l'humain, parce que c'est l'humain qui parle. Évidemment, c'est un voyage, c'est un conte initiatique, et on redevient humain. Et c'est pas évident, parce que évidemment, on a la parole, on la livre, on essaye de faire sens tous ensemble. Mais le passage, pour moi, je le cherche encore. Et le flou, alors j'ai l'impression de le comprendre, ce texte, de l'assimiler petit à petit. Mais ça se fabrique chaque soir, et puis avec le public, il y a une espèce de qualité d'écoute dans ce lieu. Quand il n'y a pas les pompiers, les motos, les hélicoptères, le tram, voilà, il y a une chose, c'est la magie du plein air. Mais j'espère que le flou, c'est pas dans le sens. C'est justement cela, le flou. C'est où est l'homme, où est l'oiseau. C'est ça que... Et voilà, il est dans ce passage-là où on doit jamais oublier l'humain sous le masque. Le masque qui est proposant, parce qu'il est fort. On s'interrogeait tous sur nos masques. Comment, et puis c'est pas un masque comme ça, c'est un masque qui nous englobe, qui englobe le cérébral, et qui nous renferme dans une espèce de volière de tulle. On est enfermé, et du coup, c'est la problématique de ce voyage. Arrêtons d'être enfermés, et puis partons. Et c'est vrai qu'il y a je sais pas pour mes camarades, mais il y a une libération quand on se libère du masque. On respire autrement, on va parler légèrement autrement, peut-être pas, mais en tout cas, il y a cet effet de libération et de voyage. Et je trouve que, voilà, Guy Pierre nous en avait parlé, est-ce qu'on va les garder tout le temps ou pas, on s'était questionné. Et de fait, non, il faut s'en libérer, mais on a les stigmates de ça, et on va jusqu'au bout, et voilà, et on arrive au bout de la quête. Ouais. Je ne dis pas si il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas vu, donc voilà. On ne peut pas dire comment ça se termine. Mais c'est un travail vraiment, et puis sur le sens, c'est un conte philosophique et spirituel, et puis qui interroge aussi, mais il y a une universalité, parce que c'est un texte qui interroge les monothéismes, mais au-delà de ça, le voyage des oiseaux, c'est simplement la quête de soi à soi, et quel sens donner à sa vie, quoi. Voilà. Merci. Dans le texte, il est un peu indiqué aussi que progressivement les oiseaux redeviennent, les personnages se débarrassent de leurs oripeaux d'oiseaux pour devenir des humains. Donc c'est indiqué comme ça par une petite didascalie courte, et dont évidemment j'ai tenu compte parce que ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses sur l'animalité qu'on a en nous, le fait de rejoindre à un moment notre animalité. C'est un travail que tous les acteurs apprennent à faire et n'ont pas toujours l'occasion de faire, parce que
Voilà. Mais en même temps, vous savez, on a des expressions dans la langue française qui disent ça. On dit ah, qu'est-ce qu'il est bête. Alors, souvent, c'est pour dire qu'il y a une chose qui ne s'exprime pas que par le civilisé et l'humain qui se tient. Il y a quelque chose comme ça qui sort et qui appartient plus au monde animal qu'on a quand même tous en nous. Et puis une grande question actuelle, c'est la proximité des espèces et la connexion des espèces. Moi, ça me passionne en ce moment, parce que je me suis rendu... j'ai lu plein de trucs récemment. Justement, à propos de ce spectacle, j'ai réalisé qu'on est tous de plus en plus connectés les uns avec les autres. Vous savez qu'on met des puces maintenant dans les arbres pour comprendre comment ils grandissent. On met des puces sur les animaux pour comprendre comment ils voyagent, ou comment ils se déplacent, ou comment ils se reproduisent. On a des puces sur nous, parce qu'on a tous ça avec nos téléphones, etc., etc. Donc on est tous, en fait, connectés à une même chose, qui est que ces puces sont connectées à des satellites et à des banques de données, vous voyez, tout simplement. Donc, au fond, d'une certaine manière, on est en train de réaliser une chose qui est fondamentale, c'est que nous sommes sur une seule planète, dans un univers immense dont on ne connaît absolument pas les limites, ni le contour, et que sur cette planète, il n'y a pas que des humains, il y a aussi du végétal, des animaux, et qui vivent ensemble, et qui sont soumis aux mêmes forces cosmiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous ramène à notre condition humaine, mais simplement à notre proximité avec les autres espèces. Et cette connexion fait qu'aujourd'hui, on peut s'en rendre compte avec beaucoup plus de simplicité et de précision, parce que nous avons les images depuis l'espace en très haute définition, par exemple. Aujourd'hui, vous avez sur n'importe quelle tablette ou ordinateur ou téléphone possibilité de faire Google Maps et de voir où vous êtes avec une espèce d'effet satellite incroyable. Donc c'est tout simple, mais c'est une espèce de résumé de l'endroit où nous sommes et qui nous sommes. Alors, ce texte qui, à la fin, fait que les personnages se rendent compte qu'il n'y a pas de roi et que la souveraineté de leur âme, c'est eux-mêmes qui doivent se la donner à eux-mêmes. Au fond, ces personnages-là, ils ressemblent exactement à ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde actuel, qui est que nous nous voyons enfin les uns avec les autres. Vous voyez ? Il y a encore quelques décennies, on pensait que tout ça était séparé. Aujourd'hui, c'est plus du tout possible. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'il y a plein d'écrivains qui ont déjà pressenti ça, Attard, c'est le XIIe siècle. C'est 1122, quelque chose comme ça, probablement l'écriture de ce texte. Donc c'est très 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 ancien. Il est mort probablement parce que les hordes, les invasions faisaient fuir toute la population, mais lui était trop vieux, il a décidé de rester et il s'est fait égorger par des envahisseurs. Quand on entend ça, on se dit les choses n'ont pas tellement changé, hein, parce que les envahissements, les mouvements de population qui fuient les guerres, qui fuient les famines, qui fuient les exactions, qui fuient les violences, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre et que nous voyons aujourd'hui en face de nous et qui nous pose cette question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec eux qui arrivent, voyez, par exemple. Et pour revenir, même dans le poème d'Attard, la gente ailée et la gente humaine se combinent. Il parle de mains alors qu'on décrit une huppe. Retirez vos mains de l'enfance. Le vocabulaire ne dit pas. Et nous, on l'a appris dans le travail. Simor. On était embêtés parce qu'il fallait lui donner un genre. Et Léla Envir, qui a traduit le poème, dit c'est au féminin. Elle dit la Simor. Et nous, on a opté pour une neutralité. Mais c'est compliqué. Enfin voilà, il y avait des pistes. Et puis, c'est Aïcha. Hein. Oui. Vous avez dit « je suis Dieu ». Dans la traduction, et je ne sais pas, Acha pourrait peut-être en parler mieux que nous, mais c'est « je suis la vérité ». C'est-à-dire c'est pour ça qu'on l'a massacré. On l'a découpé en morceaux, on l'a brûlé. C'est-à-dire l'humain qui dit « je suis la vérité », qui se met même au-dessus de Dieu. C'est... Ana al-haq. C'est... C'est en arabe, et tu connais mieux, c'est la réalité, la vérité. Ah voilà. Il dit d'ailleurs dans le texte de la traduction de Jean-Claude Carrière, je suis la vérité. Ouais. Et donc c'est connoté qui est la vérité, L'unique et... c'est le lien entre... Non, je reviens à ça parce que ça a été aussi... C'est pour ça que j'ai dit Dieu, mais voilà. j'aurais dû mieux... c'est la vérité.
Dieu, c'est le divin, la divinité, l'amour, l'absolu. Ouais. C'est tout ça, c'est une et même chose. D'accord. Dans... Pour vous dire que voilà, il y avait vraiment aussi à l'intérieur du texte lui-même une recherche de voilà, moi connaissant pas ce texte, il fallait comprendre pourquoi le nom des vallées est différent chez Lélie Anvar et chez Jean-Claude Carrière. Quel choix, on parle de l'unité ou de l'unicité. Donc il y a eu aussi tout ce travail-là. Puis il y a un moment, il y a eu envolons-nous dans le boulot et puis travaillons sur la proposition de Jean-Claude Carrière qui était déjà une belle affaire à mener. Voilà. Et vous m'excusez, moi je vais peut-être aller dîner, je vous quitte parce que voilà, pardon. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut parler du travail de conteur dans lequel vous avez entraîné votre troupe, puisque c'est quand même toute une suite de petits contes qui sont proposés au cours de l'avancée de ce voyage mystérieux. Dans le texte, c'est dit, au fond, dès le départ, le AUP s'adresse au public et il dit, voilà, un jour, tous les oiseaux du monde se réunirent en une grande conférence. Et là, on entre dans ce qui s'est passé lors de cette conférence. Donc c'est comme une histoire qu'il nous raconte un petit peu, moi j'avais souvent dit ça en répétition, un peu comme les histoires d'enfants qu'on raconte pour endormir son enfant le soir. J'ai inventé plein d'histoires à ma fille comme ça et à mon fils, et ça a commencé toujours à peu près de la même manière, et c'était presque la même chose que cette pièce. Donc c'est pour vous dire que c'est un spectacle pour enfants, d'abord, mais que nous sommes tous des anciens enfants, donc ça tombe très bien. Non, c'est la difficulté principale du travail, et notamment pour le personnage de la huppe que joue Luc Antoine, c'est parce qu'il y a la question d'être un narrateur, donc il raconte, il narre l'histoire, c'est un narrateur, et tout de suite après, il incarne lui-même la huppe au milieu des oiseaux qu'il faut convaincre de partir à la recherche du vrai roi. Bon. C'est ça l'argument de la pièce. Donc cette difficulté-là de passer de l'un à l'autre, elle est réelle parce que ça paraît rien. Quand je le décris comme ça, on se dit oui, bon, pas très compliqué, on raconte une histoire, puis tout de suite on se met à jouer. Alors, non, c'est un peu plus complexe que ça. Et c'était vraiment une difficulté c'était presque toucher à un essentiel de l'art de l'acteur, si vous voulez. Parce que je pense que un acteur met en jeu simultanément beaucoup de choses en même temps pendant qu'il joue. À la différence peut-être d'un autre artiste de scène, comme un danseur ou un musicien. C'est un peu différent. Un acteur, c'est à la fois son instrument et l'interprète en même temps. Vous voyez, c'est pas comme, au fond, un pianiste, c'est pas tout à fait pareil. On est obligé de jouer avec ce qu'on est, parce que c'est notre instrument. C'est pas moi qui le dis, c'est Louis Jouvet. Il dit ça. Une question compliquée, c'est aussi à qui on s'adresse quand on joue. Et je pense qu'il faut une triple conscience pour un acteur. La conscience de ce qu'on produit en scène, donc une grande maîtrise de ce qu'on a construit pendant le travail des répétitions. La conscience du partenaire à qui je m'adresse sur scène, et en même temps que je m'adresse pour dire ma réplique, la conscience de ceux qui m'écoutent et ce que je projette vers vous. Donc cette triple conscience, elle est extrêmement complexe à maîtriser pour tout le travail des répétitions et pour tout le travail des représentations, évidemment. Et ça fait partie, je ne sais pas si je réponds directement à ce que vous m'avez dit, mais pour moi la question de ce passage entre adresse au public et adresse aux partenaires était proche de cette problématique-là, qui est fondamentale dans l'art de l'acteur. Oui, sinon, mais on voit... Et c'est une des choses les plus captivantes du spectacle, c'est vraiment de les voir entrer dans ces séquences où ils doivent devenir conteurs, et puis de reprendre le fil du voyage et de cette quête qui les lie ensemble et dans laquelle ils sont entraînés. Et peut-être on peut aussi inclure dans ce face-à-face avec le spectateur, à un degré moindre peut-être, mais ce à quoi aboutit la quête, qui est de se voir dans un miroir. Et je pense que les miroirs qui accompagnent le métier des acteurs qui se préparent, qui se griment, qui
qui voient où ils en sont, à avoir un peu avec cette incitation à mieux se connaître que porte l'œuvre. Oui, c'était exactement l'inspiration, parce que j'ai chez moi un miroir japonais qui appartenait à un acteur de No, qu'on m'a offert, un miroir fin 19e, pour tout vous dire, mais qui est petit et qui est à 3 faces. Alors j'aime beaucoup ce miroir, j'y pense souvent parce que je me dis qui s'est regardé dedans. J'aimerais bien savoir un jour, mais ça ne se passera jamais, mais j'aimerais bien voir la tête de l'acteur à qui il appartenait et qui était ce visage qui se transformait. Vous voyez, ça c'est un truc dont je rêve souvent. Mais j'ai jamais dit ça, hein, c'est vrai. C'est du neuf. Donc, bon, mais tant pis, je le verrai jamais, mais peut-être je peux l'imaginer. Et je suis sûr qu'il est super sympa, en plus, cet acteur-là. Et que je me serais très bien entendu avec lui. Mais vous voyez, ce miroir, il m'accompagne comme ça. Donc, effectivement, pour moi, il est un peu le symbole de tout le travail des acteurs que j'aime beaucoup, parce que je ne suis pas acteur. Et en plus, c'est un mystère pour moi. Et je tiens beaucoup à ce que les acteurs avec qui je travaille gardent leur mystère. Ils le savent, mais leur cuisine interne, tout ça, c'est quelque chose que j'adore respecter et pas savoir. J'aime bien ne pas savoir comment ils font. Et alors, est-ce que dans la série des épisodes, comment vous pouvez nous expliquer cette histoire des vallées, de la succession des vallées ? Pour moi, c'est les âges de la vie. Alors, c'est ma lecture à moi. Il y a 7 vallées. Et les 7 vallées, quand on les prend dans l'ordre, c'est assez clair qu'elles représentent des âges de la vie qui partent voilà, de la naissance, la recherche, on va dire, voilà, en passant par toutes sortes d'étapes, le néant, la connaissance, beaucoup de choses, l'amour, évidemment. Et puis, je me suis dit que ces successions de vallées, qui sont extrêmement mystérieuses dans le texte et très, très... on peut donner énigmatique, on peut donner plein d'interprétations, mais en tout cas, j'avais besoin d'une lecture pour essayer de structurer le travail au départ, et moi c'est l'interprétation que je m'en suis faite, parce que j'ai pas eu du tout une lecture mystique, si vous voulez, de ce texte, pas du tout. Parce que c'est pas mon objet, moi je fais du théâtre, je suis assez loin de la mystique des choses en fait, pas loin de la spiritualité. Mais c'est pas pareil, voilà. Donc j'ai pas eu une lecture mystique de ce passage des vallées, pas du tout. Au contraire, une lecture très concrète. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à la mort, j'ai pensé à la vie, aux âges de la vie, à mon âge, à des choses qui me traversent. Vous voyez, d'une manière très concrète. Et je pense que c'est de ça que, pour moi, ça parlait. D'accord. La connaissance des choses ou l'inculture, par exemple, moi, je suis pas, j'aime bien lire des trucs, et puis en même temps, je suis pas très cultivé, vous voyez, mais ça m'intéresse tout ça. Et alors, Aïcha, vous vouliez poser une question sur l'ésotérisme ou sur le soufisme ou sur je crois que j'ai posé mes questions sur ce. Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser. C'est le langage universel qui est déployé dans ce conte, dans ce texte. Et les comédiens qui viennent d'horizons divers, les langues différentes qu'on entend dans le spectacle et la traduction. Parce que vous faites le choix de traduire. Hein, c'est du persan et du... Enfin, voilà, c'est sûr, c'est... Pour moi, c'était nécessaire, et ça ne pouvait pas être autrement que ce spectacle soit interprété par un groupe assez conséquent d'acteurs et d'actrices. En l'occurrence, ils sont 10, 5 hommes et 5 femmes. Je tenais à cette parité, et qu'on puisse, si vous voulez, entendre sur la scène des langues différentes. Voilà, bon, alors, on entend un petit peu, il y a un tout petit peu d'espagnol à un moment comme ça, il y a du persan qu'on entend, et une langue africaine, j'oublie, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, Émile. Tu sais peut-être... Si, c'est inventé complet. Non. On va tout savoir. C'est une langue de conte. Viens nous voir.
Il y a du chinois, absolument. Et puis, les acteurs que j'ai sollicités pour faire partie du projet, je les ai choisis parce que je les avais vus jouer ou je les connaissais pour avoir déjà travaillé avec eux. Et en fait, ils produisent sur scène une multitude d'origines. Alors, on se connaissait avec Émile, par exemple, depuis 25 ans. On avait joué ensemble. Et puis, après, on s'était croisés comme ci, comme ça dans nos parcours respectifs. Et j'étais très, très, très heureux d'imaginer que Émile puisse jouer. Et puis, voilà, ça s'est fait. Mais c'est pareil pour tout le monde. Cécile, que j'ai vu jouer à l'île de la Réunion, qui est réunionnaise, qui a sa culture créole. Et la créolité, à mes yeux, c'est une chose immense, une chance inouïe pour notre humanité, pour le futur. Je pense que c'est une notion qui mérite d'être davantage conscientisée, davantage connue et davantage répandue. Un de mes grands écrivains que j'adore, c'est Jean-Marie Gustave Leclésio, par exemple, qui parle beaucoup de ça. Mais donc je voulais absolument que Cécile puisse venir nous rejoindre pour ce projet. Et puis elle a gentiment accepté de quitter son île pendant quelques mois pour venir avec nous. De même pour Charor, je voulais que Charor vienne parce que j'avais vu jouer Charor il y a quelques années déjà et je me disais ce serait merveilleux qu'un acteur qui porte en lui cette langue et cette culture persane puisse venir. Alors il a gentiment dit oui. De même, c'est pareil, Carolina, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui est argentine d'origine, porte avec elle quelque chose que j'adore, c'est cet hémisphère sud. C'est un peu comme Cécile, parce que les choses sont conscientisées autrement, à l'envers. Alors, le sud n'est pas tout à fait au sud, il est plutôt dans l'autre sens, enfin plein de choses comme ça. Les saisons, tout est inversé, donc c'est bien parce qu'on a des échanges où de temps en temps, j'ai un point de vue très très différent du mien et ça me permet d'avancer. Niels, pareil, qui porte une double origine franco-suédoise et qui... par ta proximité avec les textes nordiques, tu es aussi metteur en scène, tu as monté Ibsen, tu as traduit Ibsen, donc il y a quelque chose comme ça qui, qui arrive. Nathalie Duong, qui, avec sa culture asiatique, qui joue le rossignol en chinois, voilà, on se connaît depuis des années. Manon Alouche, alors Manon, elle est de partout, elle n'a pas su me dire d'où elle venait, parce qu'à chaque fois elle me disait, moi j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, j'ai vécu à l'île de la Réunion aussi, j'ai vécu, et puis elle porte tellement de monde en elle, vous voyez, que c'était magnifique pour moi de savoir que Manon, qui est comme ça, comme une princesse des mille et une nuits, puisse venir dans notre spectacle. Et Jessica Vedel, c'est pareil. Jessica, elle est tellement de personnes aussi en elle-même, par elle-même, que il fallait qu'elle soit là, parce que c'est bien quand on est à plusieurs pour faire des spectacles, vous voyez. Donc, j'ai oublié quelqu'un, François Kergourlet, qui lui a une origine extraordinaire, parce qu'il est breton, de chez Breton, et que ça, voilà, en tant que celte, en tant que breton, on vient pas d'un truc, on vient de plein de trucs. Et on a un accès à l'invisible. Vous savez qu'en breton, mais j'arrête, parce qu'après c'est trop long. Non, mais c'est vrai, le Finistère, bon, ma mère est bretonne, elle est née dans le Finistère, mais mon grand-père aussi. Bon. Le Finistère, ça se dit en breton Pen Arbed. Et ça ne veut pas dire la fin de la terre, ça veut dire le bout, vous voyez, de quelque chose, le bout du monde. Alors le bout du monde, c'est peut-être là où ça commence ou c'est là où ça se finit. Et en breton, les deux notions sont ensemble. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le Finistère, effectivement, c'est là où la terre s'arrête, mais c'est là où la mer commence. Alors la mer, c'est un monde invisible, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est grâce à ça qu'on peut peut-être plonger dans l'invisible, vous voyez ? Merci. Non, mais j'en ai plein d'autres comme ça. Ouais. Puis ça nourrit aussi ce spectacle d'énergies différentes qui se mélangent et qui viennent... Et je dis un tout petit mot. Certains spectateurs de Montpellier ont peut-être déjà vu Émile, qui est venu travailler ici. Il y a assez longtemps avec Jacques Nichet. Il était Héraclès dans Alceste d'Euripide. Et c'était... donc voilà, c'est des rôles aussi ou des spectacles liés en profondeur à tout ce qui vient d'être évoqué comme ça. Et bien entendu, c'est lui qui interprétait le roi Christophe dans la pièce d'Aimé Césaire, qui a été jouée à un cours d'honneur du Palais des Papes et au Théâtre de la Colline et au CDN de Montpellier. Donc il a aussi traversé notre région, mais en porteur de ces légendes, de ces contes, de ces langues aussi. Et c'est un conteur né. Voilà. Alors, comment ça s'est passé, là, cette soirée ? Dis-nous, c'est une vraie langue africaine, alors, ou pas ? Oui.
c'est une vraie langue africaine dans le sens où Aïcha parlait tout à l'heure des soufis, de la mystique, de la spiritualité. Et toutes ces régions du monde-là, ces anciennes mystiques, comme on peut les appeler maintenant, ont, à ma petite connaissance, beaucoup de liens avec les peuples qu'on appelle les premiers habitants de l'humanité, qu'on retrouve un peu partout sur la planète, qui ont toujours les mêmes caractéristiques, alors qu'on a appelé à tort des pygmées, c'est-à-dire hauts d'une coudée, mais qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve alors qu'ils soient jaunes, blancs ou noirs, ils se ressemblent beaucoup et ont les mêmes caractéristiques. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père spirituel de ce peuple-là, qui au Cameroun s'appelle les Baka, et qui, selon la légende, aurait été ceux qui auraient initié les pharaons égyptiens à la magie, à la découverte de la chimie et à tout ça. Et ils ont une manière très particulière de concevoir le langage. Il y a le langage du sens, le langage commun, et puis il y a le langage essentiel, qui ne doit absolument pas passer par l'explication, mais par la résonance directe d'un son à un autre. Et ce langage-là est fait de bruit de vent, de bruit d'animaux, de bruit d'oiseaux, de la terre, un langage qui habite chaque humain, concrètement, biologiquement, organiquement. Voilà. Et ce langage-là, ils sont très peu à le parler. Et moi, j'ai bricolé quelque chose. Je ne le parle pas. J'ai entendu mon grand-père spirituel le parler, mais je n'y ai pas été initié. Mais ce que j'en ai compris, c'est que il y a une recherche, il y a une quête de traduction directement du son à l'entendement, sans passer par l'explication. Et c'est comme ça que j'ai construit ce chant pour non pas traduire à partir d'une langue africaine, mais raconter le hibou, raconter l'oiseau, raconter la fable en fonction de ce que Guy Pierre voulait qu'on atteigne et qu'on partage tous. Donc voilà, c'est une langue, c'est inspiré de la langue Baka au Cameroun, qu'on appelle vulgairement les pygmées. Et voilà. Merci, Émile. Donc, en un sens, la troupe que vous avez réunie enrichit le texte tel qu'il existe, justement, de 1000 connaissances différentes, de contes, de légendes, de langues, de mouvements. Et c'est aussi cela qui les constitue comme ce groupe hétéroclite d'oiseaux et qui vont vers la quête de la connaissance. Il se passe quelque chose assez beau. Enfin, l'autre soir, j'étais très frappé par le fait que la nuit s'approfondit pendant le spectacle. Et au moment on pourrait dire, est-ce que j'ai le droit d'appeler ça de l'illumination finale, on est dans une nuit plus profonde, comme si tout se conjuguait. Ben oui, c'était la chance de jouer ici dans ces conditions-là, de jouer en extérieur, sous ces arbres. Et puis vous avez dit exactement ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, on faisait écho au bruit de la ville qui nous entoure pendant la représentation. L'autre jour, il y avait un hélicoptère qui est passé parce qu'il y a l'hôpital pas loin. Alors on le prend en compte, on s'est donné une consigne, on s'est dit entre nous, s'il y a un hélicoptère qui passe, on s'arrête de jouer et on le regarde en oiseau, parce que c'est un drôle d'oiseau, quoi. Alors, pour les oiseaux, alors ils l'ont fait l'autre jour, c'était charmant. Non, mais c'est comme des oiseaux perdus dans la ville. Et c'est ça que j'adore, c'est que quand on peut jouer là avec les bruits environnants qui sont parasites, au fond, ils nous environnent exactement comme nous, humains, dans un monde complexe, difficile, moderne, bruyant, parfois violent, etc., etc. Donc ces oiseaux perdus dans la ville, je n'y avais pas pensé avant de venir ici, parce que je pensais que ce qui allait nous déranger plus, c'était le vent ou la pluie. Pour le moment, on n'a eu ni l'un ni l'autre, tant mieux. Mais les bruits, j'avais pas pensé. Et puis l'autre soir, en regardant, je me disais, en fait, c'est merveilleux. Il y avait une chouette qui s'est mise à ululer juste avant la représentation, en vrai. Alors on s'est dit, ça c'est merveilleux. Parce qu'elle a reconnu. Elle a entendu. Oui, c'est vrai. Et puis après, vous avez le tramway, ça vous ramène au réel, quoi. Voilà. Donc ça c'est. Et la troupe, effectivement, je tenais à ce qu'on ait des cultures et des cultures différentes qui se rencontrent et puis qui travaillent ensemble, parce que je pense beaucoup à ça, que notre devenir, tout simplement, il est là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à rester cloisonnés les uns
dans l'entre-soi, vous voyez ce que je veux dire, les replis sur soi. Il n'y a pas pire en ce moment, on en souffre, tout le monde en souffre. Donc il faut s'ouvrir. Moi je ne suis pas que une chose que je parais, c'est exactement comme dans la pièce. À un moment, l'essentiel de l'intention de ce spectacle, c'est peut-être de se dire bas les masques. Et vous voyez tout à l'heure, je n'étais pas content de moi parce que j'ai répondu avec un peu de complication à vos premières questions et j'en suis désolé parce que c'est difficile de répondre avec ce qu'on est. C'est compliqué. Même là, voilà, bon, j'essaye le plus que je peux. C'est difficile de parler de sa propre voix dans la vie, mais encore plus sur la scène. Alors, sortir des références, essayer de trouver son propre chemin, tout seul, tous les jours, vous voyez, que ce soit dans la ville ou dans la vie ou au théâtre, c'est une chose compliquée. Alors, c'est un combat, c'est un chemin, en même temps, c'est un vrai plaisir, parce que nous, on a la chance d'avoir pu faire le métier qu'on voulait, qu'on a choisi, c'est extraordinaire. Je pense des choses comme ça tous les jours, tout le temps. Je pense que ce texte est profondément un texte humaniste. Je pense que Jean-Claude Carrière est très proche des écrivains humanistes de la philosophie des Lumières, par exemple. Je crois qu'il se situe dans cette recherche de l'humanisme avant tout. Je ne crois pas du côté de la mystique, j'ai pas l'impression, mais plutôt de cette connaissance de l'humain. Voyez, il y a un livre magnifique que j'ai lu de lui qui s'appelle Fragilité et qui dit en quoi la fragilité, au fond, est une grande force. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que j'avais lu un autre livre avant que je vous recommande aussi, on dirait que la grande librairie, mais j'en profite. C'est un livre merveilleux que vous devez absolument aller acheter tout de suite. Là. Voilà, il y a un libraire là. Non. J'avais lu un livre extraordinaire qui m'a beaucoup plu. C'est un livre d'histoire de l'art. Ça s'appelle La transparence et le reflet de Serge Bramley. Et c'est l'histoire du verre dans l'art, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était extraordinaire. Et ça m'a fait penser à la fragilité, parce que le verre est un matériau fragile. Voilà. Et toutes les cathédrales, vous avez remarqué, sont pleines de verre peint. Pas si fragile en fait. Non, ça résiste un peu. Ouais. Et pour parler de cette simplicité-là dont parle Guy Pierre, c'est notre quête permanente en tant qu'artisan de la proposition de parole. C'est ce que Guy Pierre a cherché tout le temps dans la mise en scène. Et moi, j'en profite, en son nom, au nom de nos camarades à tous, pour remercier ce partage-là, parce que, comme on dit toujours, sans cette moitié du cercle, cette moitié du cercle-ci est tellement orpheline. Et l'écoute qu'il y a, le fait que les gens se déplacent, tournent le dos à 350 chaînes de télévision, à des complexes de cinéma incroyables pour venir partager de la parole vivante, nous semble absolument anodin, absolument normal. Eh bien non, c'est un effort de tous les jours, c'est une générosité permanente. Et Guy Pierre parlait de présent, vivre au présent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la langue française, c'est que le mot présent est le même pour dire cadeau. Et vivre au présent, c'est travailler à être un cadeau pour les autres en permanence. Et les Baka dont je parle, dont mon grand-père spirituel, que j'ai eu la chance de connaître, quand on leur demande, parce que nous on arrive un peu citadins comme ça en leur disant, oh là là, il faudrait... Dieu s'est tellement détourné des hommes, ils sourient et ils disent, qui c'est qui vous dit que ce ne sont pas les humains qui sont détournés de Dieu? Et ils font des choses comme ça, un peu comme Monsieur Carrière, un peu comme... Ils vous racontent des anecdotes, vous leur parlez de mysticisme, ils vous amènent au bord d'une flaque d'eau, ils lèvent le pied et ils disent, est-ce que tu vois mon pied? Oui. Est-ce que tu vois l'autre pied? Dis oui, il te dit quel est le vrai. Voilà, et donc cette espèce de gratitude-là, de partage, pour nous, est extrêmement importante. J'ai lu un critique qui disait que le texte était fondamentalement naïf et que la mise en scène aussi. Heureusement que c'est naïf. Parce que pour moi, ce que j'aime dans la naïveté, c'est que ça entre en résonance avec nouveauté, mais dans le sens le plus profond du terme. Et si je me souviens bien, naïveté à avoir avec nativus, c'est-à-dire se remettre en renaissance, donner envie de renaître pour continuer de connaître et d'apprendre le monde. Et malheureusement, on a tellement besoin de démonstratifs, de preuves,
alors que c'est vers la simplicité la plus totale qu'il faudrait aller. Quand je parlais de langage tout à l'heure, ça paraît mystique comme ça, mais c'est ce langage qu'on retrouve tous. Malheureusement, c'est dans des cas extrêmes, quand on a très faim, on fait il n'y a pas d'explication là-dedans. Il n'y a pas de sens là-dedans. Il y a juste quelque chose de vitalement, d'un besoin vital. On retrouve ça quand on tombe amoureux, on retrouve ça, hélas, quand on est en colère. Mais ce langage premier-là, cette adresse directe d'un organisme à un autre, d'un cœur à un autre, c'est ce que Guy Pierre nous a demandé de trouver, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça que c'est si complexe. Et merci d'être là pour nous aider à partager ça. Mais merci, Émile. On va... S'il y a une question ou deux, Oui, s'il y a des questions que vous souhaitez poser, c'est le moment ou jamais. Et puis merci en tout cas d'être venu et merci à toute l'équipe de la Conférence des Oiseaux d'être ici avec nous et de partager leur trésor. Bonjour, il y a deux mots qui m'intriguent, c'est mystique et spiritualité. Est-ce que vous pouvez... il y a deux mots, donc mystique et spiritualité. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose Mystique, je vous avoue, j'ai dit tout à l'heure, je ne me sens pas proche de la mystique parce que moi, je ne suis pas croyant. Et donc, j'ai l'impression que ça fait un peu, comment dire, qu'il y a un rapport avec la religion. Bon, alors je ne suis pas dedans, mais par contre, spiritualité, c'est de l'ordre de l'esprit. Et je ne suis que là-dedans. Parce que tout m'intéresse au niveau de ce qu'on peut... envisager de l'ordre de l'esprit des choses, l'esprit des gens, l'esprit des êtres et des lieux. Donc ça, je me sens proche de ça. Je me sens jamais seul. Vous voyez, quand j'arrive dans un endroit, je pense, c'est comme avec mon miroir, avec le japonais qui s'est regardé dedans. Je pense toujours à ce qui a été peut-être ailleurs, là. Alors j'imagine. Mais est-ce que c'est notre métier ? Au théâtre, on ne fait que imaginer. Pour les acteurs, c'est la même chose. L'imagination, c'est un muscle nécessaire. Et du coup, pour nous, pour la mise en scène, c'est pareil. Vous êtes toujours en train d'imaginer des choses pour construire le spectacle. Et donc, c'est plus proche de ça, en fait. Quand je dis spiritualité, pour moi, c'est parce que je vois un peu des esprits partout, je vous avoue. Moi, j'adore savoir qu'il y a des esprits partout. Et si ça peut éclairer un peu... en toute humilité, je ne suis pas... Mais de ce que j'ai retenu comme ça dans Mystique, il y a le mystère, mystérieux, donc il y a quelque chose qu'on garde un peu caché, en cercle fermé, en soi. Religion, c'est religare, ce qui met en relation de soi à soi, soit avec l'absolu, soit avec les autres. Et la spiritualité dont parle Guy Pierre, pour moi, c'est la base même de tout ce qu'on a, qui peut devenir une religion, qui peut se transformer en mystique, parce que dans nos belles langues d'origine, en parlant du français, spiritualité, esprit et respiration ont la même racine. C'est-à-dire que quand on parle d'esprit, on parle de souffle. Et quand on parle de simplicité de langage, c'est vrai qu'on a tellement compliqué les mots et donné tellement d'explications qu'on en oublie la racine première. La spiritualité, c'est simplement la quête de comment faire avec sa respiration. Et je pense que ça nous concerne tous. Vous allez vous dire, on est bien barré, hein, mais en fait, on s'est énormément marré pendant les répétitions parce qu'on trouve aussi beaucoup de choses dans le plaisir du travail. Et ça, je suis le premier à faire le clown en répétition d'ailleurs, mais je devrais pas trop. Mais bon, j'aime bien qu'on travaille aussi avec du plaisir. Vous voyez, on n'est pas, c'est très concret ce qu'on a à faire sur scène. Le travail théâtral, c'est très très concret. Ça peut pas être de l'ordre de la pensée uniquement, pas du tout. Surtout pour les acteurs d'ailleurs, ils font des trucs, vous verrez dans le spectacle, c'est très concret ce qu'ils ont à faire, et très corporel. Il y a un terme comme ça de danse qui est la physicalité, et c'est exactement ça, il y a une physicalité qui est demandée pour chacun, qu'ils ont inventé d'après les caractères des oiseaux, et des vrais oiseaux et des personnages oiseaux. Donc on a fait toute une espèce de grille de lecture comme ça qui nous a amené à proposer une physicalité très particulière et très concrète, très corporelle, pas du tout. C'est pas du tout un spectacle cérébral, pas du tout. Ni même... oui, non, ça suffit. Voilà, cérébral. Voilà. D'autres questions encore à l'Assemblée ?
Mais j'aime bien le terme que tu as employé, Émile, naïf, parce que je trouve que c'est... J'y pensais l'autre jour, je me disais, c'est un spectacle, on dirait de l'art naïf, vous voyez, et j'aime bien ça, je le revendique complètement parce que je trouve que c'est super. Maintenant, on a des musées, vous voyez, d'art naïf, musée de l'art brut, tout ça. C'est super beau. Je me rappelle d'une anecdote, comme ça, il y avait, ma fille avait 5-6 ans, elle avait fait un dessin d'enfant. Et puis, j'avais un peintre très âgé qui a regardé le dessin et qui lui a dit des compliments sur le dessin. Et il s'est tourné vers moi, il m'a dit, tu vois, Jean Dubuffet, à la fin de sa vie, il arrivait à peindre comme ça. Il faut toute une vie pour retrouver le geste d'un enfant qui est naïf. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'en art, tout le monde sait ça. Picasso a cherché, il savait, paraît-il, faire un cercle parfait, comme ça. Il cherchait une expression extrêmement naïve de son art, alors que quand vous voyez les dessins de Picasso, c'est juste pas naïf, c'est tellement extraordinairement fait. Il a des dessins académiques, des études comme ça qui sont hyper travaillées, mais au bout d'un moment, c'est schlick, schlack, clac, paf. Et effectivement, le travail de Jean Dubuffet, il n'y a pas plus naïf. Même, je ne sais pas, quand vous pensez à des peintres ou à des plasticiens, comme j'étais au musée l'autre jour, là, musée Fabre, c'est extraordinaire, extraordinaire, parce qu'on voyage comme ça, il y a des immenses installations de soulage. Et je me disais, mais c'est d'une profondeur, d'une spiritualité justement incroyable sans doute, etc. Mais en même temps, c'est hyper naïf de se dire, tiens, je vais foutre des trucs de 4 mètres par 3, tout noir, voilà. Épais, ça veut rien dire, et en même temps ça dit plein de choses, on peut plonger dedans, donc voilà. Sur le mot naïf, pour faire un effet de bouclage, c'est un terme qu'affectionne particulièrement Peter Brook, semble-t-il, dans les livres, dans les entretiens qu'on peut découvrir avec lui. Et même s'il est d'une grande culture, c'est une position qu'il revendique aussi, justement, par rapport à son travail. Et donc, c'est effectivement le mot que vous partagez avec lui en affrontant cette œuvre-là.